Ça va? Alors, dans cette vidéo, on va parler de une technique que j'ai utilisée pour acheter l'action Intel, ok? Une action, ok? Voilà. J'ai utilisé une technique après dans ce livre, tu vois. Enfin, vous voyez, je ne sais pas, vous voyez, tu vois, je sais pas. Mais bref. En fait, c'est technique de Benjamin Graham, en fait. The Intelligent Investor. C'est un peu le bordel, hein, excusez-moi. Première fois que je prends cette boisson énergie Coca. Donc j'ai un peu la pêche plus que d'habitude, mais alors donc en fait ces stratégies elles permettent de pas prendre de risques. En fait c'est une stratégie qui permet de minimiser les risques. En gros pour résumer c'est un peu acheter une société on va dire pas risquée parce que en fait il y a plusieurs critères qu'on va appliquer donc c'est des critères simples que je vais expliquer tout de suite et qui vont nous permettre de réduire considérablement les risques. En fait. C'est ça le truc. En gros, ça va nous permettre de choisir une société qui va pas être, tu vois, une douille, quoi. Tu vois, qui va pas être genre de la spéculation, qui va pas être spéculatif, qui va pas être où il y a des réels bénéfices derrière, tu vois. Et de toute façon, chaque critère, je vais les expliquer et ce que ça veut dire en fait. Donc déjà, donc il faut que la société elle ait des dividendes sur 20 ans. Donc ça permet de confirmer en fait que la société reverse des bénéfices en fait à ses actionnaires. Donc en gros que c'est pas une douille, elle reverse régulièrement des bénéfices. Donc il y a un retour sur investissement, si je puis dire. Donc pour ça, comment on fait pour savoir s'il y a des dividendes sur 20 ans? Vous allez sur TradingView, ce site là. Et là, on voit là, ça c'est l'action Intel sur bah là sur depuis 2000, hein, enfin même depuis 93 ici. On voit que c'était à 7 en 93, maintenant c'est à 63. Mais on s'en fout en fait. Ce qui compte en fait, nous, c'est les dividendes ici. Vous voyez, dividendes, on voit que c'était à 2%. Là, enfin, il y en a toujours eu en fait. Il y en a toujours eu des dividendes sur cette action. Après, ils ont diminué un peu. Enfin, on s'en fout que ça ait diminué. Ce qui compte, c'est qu'il y a des dividendes. Donc, il y a des dividendes, donc c'est bon, le critère est rempli. Ensuite, une capitalisation supérieure à 100 milliards. Pour ça, vous allez sur Google, vous tapez Intel Stock ou Intel Action ou voilà, ce que vous voulez. Enfin, pas ce que vous voulez, vous tapez soit Intel Stock, soit Intel Action. Ensuite, vous allez ici là. Et là, on voit que la capitalisation est à 256 milliards de dollars. Donc, une capitalisation de 10 milliards. Bon, dans le livre, c'est inférieur, mais si on tient compte de l'inflation et tout, euh, c'est à peu près 10 milliards. Donc là, on voit qu'il y a 250 milliards. Je pense que on est dans les cordes. Ensuite, faut que le PI il soit inférieur à 25. En fait, le PI, c'est comment dire? Le PI, tout le monde connaît le PI. En fait, c'est le Price Earning Ratio en anglais. En français, c'est le PER. Et ça signifie en fait, si vous voulez, le prix, en fait, ça va être le prix de l'action. Donc là, par exemple, le prix il est à 63. Ok. Donc c'est simple. Et les bénéfices et earnings, PE, eux comme earnings, eux ça va être les bénéfices. Donc c'est-à-dire que l'entreprise en fait elle réalise des bénéfices. Et si on divise tous ces bénéfices par le nombre d'actions, on arrive à un chiffre. Et ce chiffre c'est le, euh, le bénéfice par action en fait. C'est comme si vous aviez une partie d'une société et qu'on vous reversait que votre société elle a des bénéfices, bah vous allez tenir ça en compte pour calculer pour quand vous achetez une société, pour déterminer si ça vaut le coup d'acheter une société ou pas, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Voilà, c'est la même chose. Donc PE ratio, ça veut dire en gros, moi ce que j'aime bien comparer ça au c'est vraiment le prix en fait. C'est le prix qu'on paye parce que le prix de l'action en fait ça veut rien dire parce que ça dépend du nombre d'actions en fait et ça dépend des bénéfices ouais. Alors que voilà, j'espère que vous avez compris. En gros, quand on va avoir un PI faible, ça veut dire que le prix est faible. Ça veut dire que le marché pense que l'action ne va pas
que ces bénéfices ne vont pas augmenter fortement dans le futur. Alors que si on a un PI élevé, ça veut dire que le marché pense que l'action va générer, enfin que l'entreprise ou l'action, ça revient en même, va générer des bénéfices, beaucoup de bénéfices dans les prochaines années. Donc là, par exemple, on a un PI de 12, donc c'est relativement faible, hein, surtout en cette période où les marchés sont très excités. Vous avez qu'à voir, par exemple, pour donner un exemple, genre Microsoft, c'est à 35 à peu près. Donc voilà. Donc là, en gros, la question, c'est le PI doit être inférieur à 25 quand on l'achète. Ok. Donc pour ça, vous pouvez aller à plein d'endroits. Par exemple, vous pouvez aller là. Tiens, super. Donc le PI, c'est le court bénéfice en français. Il est à 12,81, donc on voit que c'est inférieur à 25. Donc là, c'est ok. Bon, il faut savoir que moi, quand je l'ai acheté, le PI, il était encore inférieur, je crois, mais ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Moi, parce que après, on va voir moi quand je l'ai acheté et tout. Parce que les calculs, en fait, je les fais quand moi je l'ai acheté. Donc là, à l'époque, je l'avais acheté, je sais plus à combien, mais bref, le PI était largement inférieur à 25. Après, le PI doit être inférieur à 20 sur les 12 derniers mois. Donc pourquoi il doit être inférieur à 20 en fait? Parce qu'il faut savoir que l'entreprise, elle peut faire des manipulations comptables et tout. Elle peut s'arranger en fait pour faire en sorte que son PI, enfin, elle peut manipuler le PI en fait. Alors que là, si on regarde, donc c'est pour ça qu'on doit regarder sur une plus longue période en fait, pour pas parce qu'elle peut manipuler, mais pas indéfiniment en fait. Au bout d'un moment, ça va se répercuter. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça va se répercuter au bout d'un moment, quoi. Donc là, par exemple, donc le critère c'est PI inférieur à 20 sur les 12 derniers mois. Donc pour ça, vous allez sur le site TradingView encore. Là, vous voyez que là, sur les 12 derniers mois, bah, là, on est en quelle année? Enfin, on est en mars 2021, à peu près. Ou avril, je sais même plus. Bref, non, on est en mars, ouais, je sais pas. Bref, on est là, quoi. Et là, on voit que si on revient à mars 2020, ici, là, on voit que le PI, bon, il était à 12, il était à 11, à 10. Bon, en gros, il est en dessous de 20, quoi. Donc, ce critère, si on fait la moyenne, il est en dessous de 20. Pour moi, à l'époque où je l'ai acheté, c'était à peu près. Je l'ai acheté ici, quoi. 46, à peu près. Comme par hasard, vous allez me dire, tu l'as acheté au meilleur moment. Bah, c'était un coup de bol, hein. Excusez-moi, les gars. Il y a des gens qui ont de la chance et d'autres qui n'ont pas de chance. C'est partie de la vie, qu'est-ce que vous voulez. Et donc voilà. Donc ça, c'est bon. Après, 100 milliards de sales industry, en gros, ça veut dire que 50 milliards publics. Je pense que ça veut dire en fait que son chiffre d'affaires, il doit être. Non, ça c'est millions en fait, c'est pas milliards. Donc 100 millions de chiffre d'affaires. Là par exemple. Ah merde. Chiffre d'affaires, s'il te plaît. Ouais, c'est là. Ok. Donc le chiffre d'affaires supérieur à 100 millions. 100 000. Oui, 100 milliers. Là en fait, ça c'est des milliards en fait, parce que ça c'est des milliers, ça c'est des millions, ça c'est des milliards en fait, parce que c'est en milliers. Donc là, on voit que le chiffre d'affaires est largement supérieur à nos attentes. Donc ça, ce critère, ça permet de prendre une entreprise qui vend beaucoup, donc qui est potentiellement plus solide, parce qu'une grosse boîte va être plus solide qu'une petite, normalement, même si un géant peut tomber aussi, mais voilà. Donc là, il faut des bénéfices sur les 10 dernières années. Donc en gros, c'est vraiment là toujours la même chose, que l'entreprise génère des bénéfices, que ce soit pas spéculatif uniquement. Donc pour les bénéfices, vous pouvez aller sur earnings et bénéfices. Bah, vous pouvez aller, je sais plus comment j'ai fait, mais je crois qu'on va aller là, on les calcule. Earnings, voilà. Ça c'était de 2009 à 2019. Ça c'est les. Ah voilà, 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 parfait. Excellent. Je sais plus où j'ai chopé ces informations, mais vous pouvez taper sur Google, hein, Intel bénéfices, vous cherchez. Et par exemple sur Yahoo, par exemple, on voit les bénéfices là, ici. Mais c'est sur là, ça va être sur les 3 dernières années en fait. Et nous, en fait, ce qui compte, c'est les 10 dernières années, non? Dans le, non. Si je regarde là,
Ouais, sur les 10 dernières années. Donc Yahoo, ça va pas être suffisant, mais il y a plein d'autres sites qui permettent de voir ça. Vous tapez sur Google. Et donc là, moi j'avais fait les calculs en fait à l'époque. Donc j'ai fait sur 10 ans. Donc, et en gros, là ce que vous faites, donc là c'est tous les bénéfices de Intel sur 10 ans. Donc de 2009 à 2020. Et là on voit que bah, ça a augmenté. Voilà. Mais en gros, il faut qu'il y ait des bénéfices. Donc là on voit qu'il y a des bénéfices, donc c'est bien. Ensuite, oui, attends, il y a. Ouais, parce que. Ouais. Per share earning, hein. Je crois qu'en fait, per share earning increase. Non, en fait, je suis un peu con. Mais ouais, parce qu'en fait, bénéfices, en fait, ouais, là on voit qu'il y a des bénéfices, mais en fait, ce que j'ai affiché ici, c'était les. Là, ça, c'est le bénéfice par action, en fait. C'est pas le bénéfice total. Mais en gros, s'il y a du bénéfice par action, ça veut dire qu'il y a du bénéfice forcément. Donc là, on voit qu'il y a du bénéfice sur les 10 dernières années, donc c'est bon. Maintenant, le bénéfice par action, eh bien, comme on peut le voir, en fait, il faut qu'il y ait du bénéfice par. En fait, il faut qu'il y ait une augmentation du bénéfice par action sur une période de 10 ans. Donc voilà. Et pour faire le calcul, en fait, on va prendre les 3 premières années de il y a 10 ans. Donc ça va être 2009, 2010, 2011 par exemple. Ça, c'est le bénéfice par action. On fait la moyenne, on arrive à 1,72 dollars. Et là, on fait sur les 3 dernières années, donc 2020, 2019 et 2018. À l'époque, j'ai pris ces chiffres parce que je l'ai acheté avant en fait. Et là, on voit que c'est 3,72. Donc on voit que si on compare le bénéfice d'il y a 10 ans avec la moyenne des bénéfices des 3. Enfin, vous m'avez compris quoi, si on compare en gros, pour simplifier, le bénéfice d'il y a 10 ans du bénéfice de maintenant, on voit qu'il y a une augmentation quoi. Voilà. J'espère que vous avez compris. Ensuite, le PI, encore lui, le fameux PI. Ils aiment bien le PI, hein, les investisseurs value investing. Donc, le PI, en fait, c'est. Voilà, je vous ai expliqué ce que c'est. Sur les 3 dernières années maintenant. Donc là, toujours pareil, TradingView. On va là. À l'époque, ça marchait aussi parce que moi, j'ai acheté en 2020, je crois, décembre 2020. Et là, on voit que je l'ai acheté à 9. Enfin, quand le PI, il était à 9. Et en gros, si on fait. Là, vous voyez que le PI sur les 3 dernières années, 2018, 2019, 2020, de toute façon, si on fait la moyenne, et même il n'a jamais été supérieur à 15 quoi. Donc ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour les manipulations comptables. C'est pour ça qu'ils regardent sur une plus longue période en fait le PI. Parce que l'entreprise peut vous douiller là-dessus. En gros. Ensuite, maintenant un peu plus compliqué. J'espère que vous me suivez. Gardez l'énergie, buvez du energy drink. En fait là, on va faire un truc en fait, un calcul qui fait. En fait, il va multiplier le PI de l'entreprise, donc price earnings, donc le prix par rapport au bénéfice, par le prix par rapport à la book value en fait. Et la book value, c'est la valeur comptable en français. En gros, ça veut dire la book value, la valeur comptable, ou ça veut dire si on prend tous les actifs de l'entreprise et tous les passifs. En fait, les actifs, c'est ce que l'entreprise ce qu'on doit à l'entreprise, et les passifs, c'est ce que l'entreprise doit aux autres. Ben, en fait, eh bien, cette valeur, c'est ce qu'on appelle la book value en fait. Enfin, la book value, c'est un peu différent en fait. Mais en gros, ça c'est ce que j'ai expliqué là. Si on prend les actifs et moins les passifs, on obtient l'equity en fait de l'entreprise. Donc c'est en français, c'est je sais plus comment on dit en français, mais bref. En fait, cette valeur, ça va nous permettre de déterminer en fait une valeur comptable à l'entreprise, mais c'est une valeur fausse, mais qui va nous donner un ordre d'idée en fait. Et en fait, la book value par rapport à l'equity, en fait, la book value, ça va être par rapport aux actions en fait. Donc si par exemple l'entreprise elle a une equity, je crois que c'est valeur propre, je sais plus comment on dit en français. Attendez, je regarde.
en français. C'est dans bilan. Ça fait trop le mec, ouais, je suis bilingue et tout. Donc il y a les actifs, les passifs et... Putain, c'est quoi le dernier truc là? Capitaux propres, je pense que c'est ça. Je pense que c'est capitaux propres. Actifs, investissement, fonds propres ou capitaux total des actifs, total des passifs, passifs totaux, totaux des capitaux propres. C'est les capitaux propres en français en fait, ce qu'on appelle l'equity en anglais. Et en gros, c'est actif moins passif. Et en gros, si vous prenez ce chiffre que vous divisez par le nombre d'actions, c'est ce qu'on appelle la book value ou la valeur comptable en français. Et ce qui va nous permettre, par exemple, si une boîte, je sais pas, genre, par exemple Intel, elle va avoir des usines, donc des usines, c'est ce qu'elle possède, et elle va avoir, je sais pas, des dettes, par exemple. Et si elle prend ces usines, qu'elle les revend, elle va avoir tant d'argent. Et si elle rembourse toutes ses dettes, elle va devoir payer tant d'argent. Et donc en gros, ça tient compte de ça en fait. Le l'equity ou bien la valeur comptable, les capitaux propres, je veux dire. En gros, ça va nous permettre de savoir si un peu la société est plus ou moins solide. Donc voilà, on va tenir en compte ça avec le PE ratio. Et en gros, c'est ça son calcul. On va multiplier les deux, donc le PE par la price to book value. Donc voilà, ça vous pouvez le rechercher sur internet. Le PE, on l'a trouvé tout à l'heure, c'était je sais plus combien c'était. Et price to book value, pour trouver ça, oula, pour trouver price to book value, si je fais ça par exemple, bah vous tapez, normalement vous allez trouver, mais si je fais par exemple sur Google, vous tapez sur Google, hein, vous savez taper sur Google, voilà. Et après, donc moi par exemple j'avais fait le calcul quand j'ai acheté en fait. Et donc voilà, j'ai fait le calcul, donc price to book value c'était à 2,51 et le PE il était à 19, comme je vous ai dit c'était à 9 machin. C'était le 9 octobre 2020 du coup. Et donc on est arrivé à 22,3338 en fait. D'ailleurs ça me rappelle, en fait j'avais fait le calcul genre avant le 9 octobre et j'ai trouvé une valeur supérieure à 22,5. Du coup ça marchait pas. Et bah, j'ai attendu un peu et c'est tombé pile poil. Donc voilà. Donc là le critère est rempli. Vous pouvez faire le calcul maintenant. Est-ce que je le fais pour vous? Je sais pas. J'ai la flemme. Non, non mais vous pouvez le faire quoi. Vous tapez, vous cherchez. Vous avez compris le principe quoi. Ok. Donc voilà. Ensuite, voilà. Dernier critère et non des moindres, ce qu'ils appellent une position financière stable, forte, je veux dire. Donc en gros, ça nous permet de savoir si la boîte, en fait, elle est... En gros, si elle peut rembourser ses dettes, en fait, en gros. Donc si on fait, par exemple, pour Intel... Attendez, c'était marqué où? Parce que là, il y a un astérix. Ouais, voilà. Attends, hop, voilà. En gros, il faut que les actifs soient supérieurs à 2 fois les passifs. Donc pour ça, vous allez par exemple ici. Voilà, les actifs, ils sont à 153 milliards. Et les passifs, ils sont à 72 milliards. Donc on voit si on multiplie les passifs par 2, on obtient 140 milliards. Et les actifs, ça fait 150 milliards. Donc on voit que le critère est respecté. Premier critère de position financière forte. Ensuite, deuxième critère, en fait, il faut que si c'est pas une entreprise qui est là, là j'ai cherché, là j'ai grave cherché en fait, je suis pas sûr du truc, j'ai cherché sur plusieurs sites parce que j'ai lu son livre et on n'est pas sûr en fait, c'est un peu ambigu.
Parce que je sais pas ce qu'il appelle en fait public. If the company is public, je pense que ça veut dire si l'entreprise est publique, c'est-à-dire qu'elle est tradée publiquement en fait. Donc Intel c'est tradé publiquement. Eh bien, il faut que la dette de long terme soit inférieure à stock equity at book value. Donc stock equity, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les capitaux propres en fait. Donc je pense que c'est ce critère qu'il faut retenir pour Intel. Et celui-là, je pense, ça doit être pour les entreprises qui sont pas tradées publiquement, à mon avis. Donc on va respecter ce critère ici. Donc la dette de long terme soit inférieure à aux capitaux propres. Donc pour ça, vous allez toujours ici. La dette de long terme, en fait, c'est dans les passifs. En fait, la dette de long terme, pour savoir, en fait, c'est la dette que l'entreprise doit rembourser au-delà de 1 an, en fait. Et la dette de court terme, c'est la dette que l'entreprise doit rembourser dans moins de 1 an, en fait. Donc là, la dette de long terme, elle est à 33 milliards. Et on voit que les capitaux propres, hum, capitaux propres, ils sont à 81 milliards. Donc euh, on voit que le critère est respecté, quoi. Les capitaux propres, ils sont largement supérieurs euh, à la dette de long terme. Donc voilà. Et même à l'époque, est-ce que si j'ai fait les calculs, est-ce que je les ai marqués quelque part? Je les ai pas marqués, mais il faut savoir que c'était respecté en fait. Assets, liabilities, ça c'était à l'époque les actifs et les passifs de Intel en fait. Donc voilà. Voilà la méthode Benjamin Graham en fait. Cette méthode en fait, faut savoir que c'est une méthode basique en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a rien sans rien en fait. Vous pouvez pas avoir des résultats incroyables en appliquant cette méthode parce que tout le monde peut l'appliquer en fait. Vous n'avez pas d'avantage sur les autres. Mais c'est une méthode en fait qui nous permet de déjà d'établir la sécurité de l'investissement visé quoi. C'est-à-dire en gros moi je compare ça un peu, c'est comme si vous achetiez un ETF quoi en gros, par exemple. Donc voilà. Donc moi j'ai acheté ça pour c'était le premier truc pour tester un peu et aussi parce que bah, c'était juste ça mon raisonnement et après j'ai aussi rajouté le fait que Intel c'est une société où il n'y a pas beaucoup de concurrence quand on regarde il y a quoi il y a AMD principale concurrence c'est AMD quoi. C'est pas comme s'ils étaient 50 quoi. Par exemple dans l'automobile, il y en a plein des entreprises, il y a je sais pas, il doit en avoir des centaines de marques. Enfin peut-être pas 50 on va dire. Non, un peu moins, 40, ou dans l'aviation, il y a Air France, il y a Air machin, un truc et tout. Et plus il y a de concurrence, moins il y a de profit. Donc c'est une entreprise qui est moins concurrencée, on va dire. Et c'était ça mes seuls raisonnements pour investir dans cette action. Et donc là, pour ceux qui veulent savoir, voilà. Donc ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire, mais je le dis quand même. En gros, à l'époque, je l'avais acheté du coup à... J'ai fait 13,75 de profit. Donc j'ai dû l'acheter à 46 par là. En gros, j'ai fait 34% plus de 20 de dividendes que j'ai reçu une fois, je crois. Après, c'est pas de 20, ça c'est des dividendes annuels, je pense. Parce qu'après, l'entreprise, elle peut verser tous les 6 mois ou tous les ans, ça dépend du truc. Bon, voilà. Donc voilà, j'ai bien expliqué pour ça. Bon, c'est une stratégie basique, mais c'est assez intéressant de pouvoir jouer avec les chiffres et s'entraîner un peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et ouais, la dernière chose, c'est que ça veut rien dire. Là j'ai pas précisé, mais en fait, ça veut rien dire quoi. Parce que là, c'est sur 6 mois et nous, on est en mode long terme, ok. Donc c'est pas parce que ça fait 34% sur 6 mois que c'est la folie quoi. Ça peut être un coup de bol, ça peut être. Ce que je veux dire, c'est que ce qui compte en fait, c'est sur le long terme. Si par exemple dans 5 ans le truc a augmenté, ok.
ou dans 3 ans, tu vois, minimum 3 ans de long terme. Donc si dans 3 ans on voit qu'on a fait un bénéfice, ça veut dire que bah voilà, c'était un bon coup, quoi. Parce que ça, moi j'ai une règle, si je ne revends pas en, je garde minimum 3 ans en fait. Minimum 3 ans. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour la vidéo qui bug là, mais c'est la vie. Et ouais, à plus les gars.